Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples, ainsi que leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à nous donner des étoiles sur votre application de balado favorite, genre 5 si vous savez pas laquelle choisir, ou à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Épisode 61. Petit manuel du retournement de veste. Commençons par faire l'hypothèse qu'il est peu probable que le 1er janvier 500 ou 501, un roi barbare d'Occident se soit dit « Allez, faisons un peu le bilan de ce 5e siècle avant de commencer le suivant ». Tout d'abord, parce que pas grand monde ne comptait les années comme ça à l'époque. À ce stade, on utilisait encore principalement le calendrier romain dans l'ex-empire ou le nombre d'années de règne du souverain local. Et on peut aussi douter qu'une espèce de pause générale dans les diverses guerres de l'époque ait donné l'occasion au roi barbare de se lancer dans un retour d'expérience ou un débriefing post-mortem des opérations. Le plus plausible, c'est que le 1er janvier 500, à part se geler dans un ancien prétoire romain en plus ou moins bon état en fourbissant sa spata au coin du feu, rien de bien notable n'a dû se produire dans une des cours royales d'Occident. En particulier chez Clovis, dont la série quasi ininterrompue de victoires des 15 dernières années contre les Gallo-Romains de Syagrius, les Armoricains, les Thuringiens et les Alamans, a semblé marquer le pas à la fin des années 90. Un patinage tout à fait inacceptable pour le grand roi des Francs, Clovis, qui décide, autour de l'an 500, qu'il est grand temps d'enclencher la seconde. On n'a pas vraiment de détails sur les derniers raids des Francs en territoire wisigoth dans les années 90 que ne mentionne même pas Grégoire, alors que le roi est probablement déjà engagé à l'est contre les Alamans à cette même période. On a seulement trace de ces raids dans des chroniques ibériques assez peu explicites, et une autre source, Franck pour le coup, semble confirmer que Clovis a fait à cette époque une halte dans le grand sanctuaire chrétien de Tours, en territoire wisigoth, probablement un peu avant l'an 500. Une visite marquante a priori pour le chroniqueur qui, parlant du grand roi, et je le cite, tomba humblement aux pieds du très saint Martin et promit de se faire baptiser sans tarder. Une mention qui confirmerait que Clovis, loin d'être un affreux païen impie, a déjà commencé sa longue marche vers la conversion dès les années 80. Mais on y reviendra. Et surtout, qu'il a bien séjourné en territoire ennemi, sur la frontière sud de son royaume. Alors, qu'est-ce que Clovis pouvait bien fabriquer là-bas, chez les Wisigoths ? La meilleure hypothèse, c'est qu'on a seulement eu un conflit limité entre les deux royaumes. Quelques raids francs sans plus, ressemblant à ceux de leurs ancêtres d'outre-Rhin des 3 et 4e siècles. En tout cas, sûrement pas une guerre ouverte et totale entre les deux royaumes, et rien de bien sérieux, puisque tous les territoires du sud de la Loire seront définitivement aux mains des Wisigoths à la fin du 5e siècle. Apparemment, tout ce que Clovis a réussi à faire de durable, c'est d'antagoniser et d'inquiéter Alaric II de Toulouse dans sa politique agressive des années 90 avec tous ses voisins, qu'il l'ait attaqué directement ou non, et pas plus. Alors si les raids n'ont pas dégénéré en conflit ouvert, c'est peut-être tout simplement que Clovis n'a pas encore les moyens de s'attaquer au cœur de la grande puissance du Sud à ce moment précis. En fait, il doit déjà être au maximum de ses ressources, compte tenu des guerres à mener au nord et à l'est. Et c'est probablement la même chose pour le roi Alaric et ses Wisigoths, qui n'ont pas non plus les moyens de se lancer dans une invasion des terres de l'agresseur du Nord. Donc autour de l'an 500-501, puisque toute cette histoire se déroule dans ces années-là, on peut faire l'hypothèse qu'on se trouve un peu dans un état de guerre froide ou de statu quo entre les deux. Probablement. Et puis,
quel que soit l'état de fraîcheur des relations entre nordistes et sudistes en Gaule, une meilleure opportunité se présente pour Clovis en 500 avec un autre royaume, beaucoup moins compliqué à les défier que les Wisigoths. Et on parle bien sûr du royaume burgonde. Alors, on l'a dit, les Burgondes sont un autre peuple germanique de l'Est, qui a migré comme les Goths vers l'Ouest durant les décennies précédentes, chassé par les Huns et relocalisé par les Romains dans une région nommée Sapodia, autour du lac Léman et des Alpes, un nom qui se transformera en Savoie quelques siècles plus tard. Un premier territoire qui va gonfler peu à peu durant tout le 5e siècle, les chefs burgondes profitant eux aussi de la faiblesse du pouvoir central pour agrandir leur territoire. Ils débordent sur toute la région Rhône-Alpes moderne, le Jura et le sud de la Bourgogne, ainsi même que la Provence. Les Burgondes se taillent en quelques décennies un véritable royaume indépendant à l'ouest, grand, riche, mais qui présente apparemment une petite faiblesse. Car le leadership est normalement assuré, non pas par un roi unique, mais par plusieurs, selon le principe de la tanistrie. Alors, la tanistrie, pour les plus curieux, c'est le système politique où le pouvoir est partagé entre les frères d'une même famille et qui le conserve collectivement tant que l'un d'entre eux est encore en vie, avant de passer les commandes à la génération suivante. Une pratique absolument géniale pour quadriller le terrain et maintenir une domination familiale de génération en génération, mais qui ne fonctionne que si tout le monde s'entend bien entre oncles et neveux, ce qui n'est pas toujours garanti dans les familles royales. Et depuis les années 80, on se retrouve dans la situation de succession typique chez les Bourguignons. À la mort du dernier oncle, le royaume se retrouve commandé par 2 de ses neveux survivants, fils d'un roi de la génération précédente. On a un certain Gondebaud, qui règne de sa capitale de Lyon et qui commande les terres de la vallée du Rhône et des Alpes du Sud. Et on trouve son frère, un certain Godegisel, qui lui dirige de Genève la région comprenant la Suisse moderne et la Franche-Comté. Un partage du royaume, style fondue bourguignonne, mais qui ne se passe pas si bien que ça en réalité, car les 2 frères, Gondebaud de Lyon et Godegisel de Genève, se détestent littéralement. Oui, je sais, le deuxième a un nom un peu bizarre, et je vous laisserai trouver tout seul le meilleur moyen mnémotechnique pour vous en rappeler. Les écrits de notre évêque font aussi un peu office de quotidier tabellarium de l'époque. Et je vous laisse chercher sur Google Translate latin. Tout heureux qu'il est de propager les infos, toutes plus croustillantes et choquantes les unes que les autres. Une habitude qu'il a peut-être ramenée de Londinium, qui sait. En effet, Greg the Beacher nous raconte, et je cite, « Gondebaud égorgea Chilpéric son frère et noya la femme de celui-ci en lui attachant une pierre au cou. » Toujours dans le spectaculaire et le voyeurisme, celui-là. Mais pour le coup, reconnaissons qu'il arrive plutôt bien à rendre l'image de la sale ambiance familiale. En tout état de cause, les historiens admettent que si effectivement les 2 grands frères ne sont plus de ce monde autour de 500, ils sont quand même peu convaincus par cette histoire sordide de Grégoire. D'ailleurs, les témoignages contemporains ont noté pour leur part le grand chagrin de Gondebaud après la disparition de ses 2 grands frères, ce qui colle mal avec son image de psychopathe que Grégoire veut nous faire croire à propos de ce chrétien arien. D'autant plus que le fameux Gondebaud va adopter et élever 2 de ses petites nièces, qui referont surface dans l'histoire un peu plus tard. Mais on en reparlera. Mais ceci dit, même si tous les conflits entre frères ne se réglaient pas forcément à coups de spata dans la glotte, tout n'était pas rose non plus au royaume des Burgondes. Et la dispute entre les 2 frères survivants, Gondebaud de Lyon et Godegisel de Genève, se transforme en guerre ouverte autour de l'an 500 pour savoir qui prendra la suprématie totale du royaume. Ce qui constitue une magnifique opportunité pour le roi des Francs, bien sûr, lui qui décide de venir se mêler des affaires de la Burgondie plutôt que de continuer à s'obstiner avec les Wisigoths. Printemps 500, Clovis déclare donc la guerre à son tour contre le royaume dans son ensemble. Il passe la frontière du côté de Lyon et fonce droit vers le sud avec son armée de vétérans pour défier les 2 frères ennemis, armé de sa confiance en béton et de son armée de choc, à même d'écraser un Burgonde ou un autre, ou les 2 à la fois. Et la situation est suffisamment alarmante, avec la petite réputation que s'est déjà taillée Clovis, pour que Gondebaud et Godegisel prennent la seule décision qui s'impose. Les 2 hommes se réconcilient sur le champ
pour éviter leur destruction programmée et choisissent de s'unir temporairement pour s'occuper du problème immédiat posé par l'invasion surprise de Clovis. Les deux rois burgondes vont donc se rejoindre quelque part dans la vallée de la Saône au printemps 500 et font remonter leurs deux armées respectives vers le nord pour barrer la route aux Francs. Et c'est sur les bords de la rivière Ouche, aux environs de la ville moderne de Dijon en Côte d'Or, que va se dérouler la première bataille connue entre Francs et Burgondes, qui ne se sont encore jamais affrontés réellement sur un champ de bataille d'ailleurs. Même si on n'a pas de détails précis sur ce combat, il est probable que les deux armées burgondes s'alignent côte à côte le long de la rivière pour bloquer la marche en avant des Francs. Un mur de fantassins bien compact, renforcé de cavalerie, qui doit s'interposer pour stopper la descente des nordistes vers le sud par la vallée de la Saône. Mais il en faut plus pour décourager Clovis et ses Francs, qui, arrivés sur le champ de bataille, directement et sans hésiter, se lancent sur le contingent de Gondebaud. Une charge massive sur la première armée rhodanienne des Burgondes et qui laisse totalement intacte celle des montagnards de Godégisel, carrément ignorée par les Francs. Une attaque totalement déséquilibrée donc, et qui expose mortellement le flanc de l'armée de Clovis à une contre-attaque facile des Burgondes de Genève. Et alors que Gondebaud de Lyon voit ses troupes absorber le choc de l'armée de Clovis et commence à se frotter les mains devant une bévue aussi monumentale du Franc, Oh my God! Gisèle et ses troupes font volte-face et se retournent contre lui. Dommage pour Gondebaud, car évidemment, Godgisel l'a trahi depuis longtemps et s'est arrangé dans son dos avec Clovis. Le Franc lui a probablement promis de le débarrasser de son frère et de l'aider à monter sur le trône des Burgondes en échange d'une petite partie du territoire, tout bêtement. Sacré Clovis, il n'y a rien qui lui fait peur à celui-là. Une ruse en bonne et due forme qui réussit pile poil. L'armée de Gondebaud, totalement surprise par la trahison de Godgisel et se faisant attaquer sur les deux fronts en même temps, s'écroule littéralement sur les bords de la rivière. Gondebaud perd son armée au printemps 500 à la bataille de la rivière Ouche. Mais notre roi réussit tout de même à sauver sa peau en s'enfuyant à toute vitesse vers le sud pour s'enfermer dans Avignon, à l'extrémité sud de son propre royaume. Une fuite qui permet aux deux nouveaux alliés d'envahir la vallée du Rhône et le royaume burgonde vide de ses défenseurs en se répartissant les rôles pour la prochaine étape de l'opération Opéa sur la Burgondie. Godgisel, pour sa part, ne poursuit pas son frère. Notre homme va s'installer dans la ville de Vienne dans le Dauphiné moderne, choisissant de prendre une autre capitale que celle de son frère et de s'y barricader avec un renfort de contingent franc que lui prête Clovis. Alors, comment comprendre cette pose du nouveau roi des Burgondes ? Eh bien, Godégisel n'est probablement pas hyper légitime en nouveau souverain, après ce qu'il faut bien appeler un coup d'État en traître. Et il est donc bien obligé de s'arrêter avec son armée au centre de son nouveau royaume, le long de la vallée du Rhône, pour sécuriser un pays qui ne lui est apparemment pas totalement fidèle et soumis. Et pendant ce temps, Clovis, pour sa part, se lance à la poursuite du frère vaincu en mettant le siège sur Avignon, histoire de terminer cette histoire pour de bon. Mais le succès initial du duo Clovis et Godgisel va vite tourner court. D'abord, parce que la ville antique d'Avignon, centrée autour de la butte qu'on appelle Rocher des Doms, et où est localisé le palais des papes moderne, est une place forte difficilement prenable. Une bonne grosse ville romaine, bien protégée par de solides remparts, dont on peut encore voir quelques ruines d'ailleurs dans le centre-ville moderne. La muraille empêche tout assaut frontal facile, surtout de la part des Francs, pas vraiment réputés pour s'y connaître en siège de toute façon. Une ville qui peut donc tenir assez longtemps avec un défenseur motivé, ce qu'est exactement Gondebaud. Et une fois sa défense bien en place et Clovis planté devant les remparts, l'ex-roi burgonde retourne la situation en dégainant la carte diplomatique. Si on en croit Grégoire de Tours, le roi assiégé se décide à faire appel à un noble du coin, un aristocrate gallo-romain du nom d'Aridius, qui se propose de lui sauver la mise avec Clovis. Aridius est un homme que Grégoire nous décrit en toute simplicité comme brave, loyal et astucieux. Même si loyal, c'est un peu discutable, puisque Aridius accepte le rôle d'agent double. En fait, le gallo-romain
va quitter Avignon et se faire recruter par Clovis comme transfuge, venant se mettre au service des Francs, tout en blâmant publiquement l'affreux Gondebaud, qu'il continue de servir en secret en fait. Et là, fort de sa compétence en consultant au royaume barbare, Aridius va arriver patiemment à baratiner Clovis et à lui faire accepter une négociation avec Gondebaud. Négociation qui prend un certain temps, mais qui se termine par un tribut versé par le roi burgonde aux Francs en échange de l'abandon du siège. Joli coup, non? Et Clovis, satisfait du tribut qu'on lui promet, repart gentiment vers le nord et laisse les Burgondes là à leur dispute. Oh, mais quelle jolie salade que voilà. Comme d'habitude, Greg the Beacher prêche pour sa paroisse sur le rôle ultra positif du riche lettré gallo-romain, défenseur de la paix publique, capable de manipuler le gros balourd de barbare qu'est Clovis. Bon, j'imagine que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra le beau rôle dans son récit attribué à un de ses co-religionnaires aristocrates. Alors d'accord, Clovis va bien abandonner le siège d'Avignon et repartir vers le nord. Mais il y a quand même quelques trucs qui clochent dans cette histoire. Je veux bien être crédule, mais pourquoi Clovis laisserait tomber une proie facile pour un vague tribut et oublierait son bout de territoire promis par Godgisel? Et puis comment un assiégé dans son dernier réduit, au fin fond de son propre royaume, peut négocier un tribut annuel pour s'en sortir? Un tribut prélevé à qui ou à quoi? On a du mal à comprendre les atouts dont dispose un homme aux abois qui aurait perdu son royaume pour retourner un psychopathe comme le roi des Francs. Alors il y a bien une explication au mystère si on essaie de lire entre les lignes de Grégoire et des autres textes dont on dispose. D'abord, il ne faut pas se mentir sur la négociation d'Aridius et sur la puissance magique de son soi-disant discours, ni sur le sens véritable de l'accord passé entre Gondebaud et Clovis. Dans le fond, même si Grégoire glisse rapidement sur le problème, la vérité est quand même cruelle. Clovis, pas à une déloyauté près, a simplement retourné sa veste et décidé de trahir Godgisel, qui l'abandonne à son sort en changeant de bord. Ce qui ne surprendra personne, connaissant la personnalité de Serial Annexeur et les raisons profondes qui l'ont amené à intervenir en Burgondie, qui se résume à sa propre ambition, au mépris de toute morale en fait. Mais ce qui amène l'autre question, à savoir comment l'intérêt de Clovis a pu changer au point d'expliquer un retournement de veste aussi magistral. Alors d'abord, on doit imaginer que Clovis a dû réaliser qu'il s'était mis dans l'équipe des perdants. Avec son siège d'Avignon, qu'il ne peut pas remporter facilement, avec un Gondebaud encore capable de se battre, et avec un partenaire comme Godgisel qui n'a même pas réussi à bien prendre le contrôle de son royaume, la victoire éclair qu'il a pu espérer remporter semble moins facile que prévu. L'intervention d'un aristocrate pro-Gondebaud comme Aridius est peut-être une bonne indication. L'indice que c'est toute l'aristocratie du pays qui est restée derrière Gondebaud, comme le prouvera la longue stabilité future de son royaume une fois la guerre civile terminée. Et l'étrange inaction de son frère Godgisel à Valence ne s'explique que par le fait qu'il n'a pas la confiance de l'élite gallo-romaine de son territoire, qui n'accepte pas de le soutenir. Autre hypothèse, la longueur d'un siège au milieu d'un territoire hostile, loin de ses bases, qui commence à faire douter Clovis, se disant qu'il ne gagne rien à rester si loin de son propre pays, sans aucun espoir de gain immédiat à tirer de cette affaire. En gros, qu'il vaut mieux abandonner les deux frères à leurs propres embrouilles. Oui, mais il y a également une dernière théorie. Plus intéressante encore pour expliquer le retournement de veste, une autre solution non évoquée par Grégoire, mais plus crédible. C'est évidemment la vengeance d'Alaric et de ses Visigoths. Car les Visigoths ont deux bonnes raisons de se mêler de cette affaire si on y réfléchit. D'abord, le mobile évidemment, puisqu'ils sont en froid, pour ne pas dire plus, avec le Serial Annexeur du Nord et depuis un certain temps, et que tout ce qui peut l'affaiblir est bon à prendre. Et puis l'occasion, puisque les Visigoths sont exactement voisins de l'Action. Leur royaume s'étend sur tout le littoral du Languedoc jusqu'au delta du Rhône, et la frontière se trouve donc à seulement quelques kilomètres de la ville d'Avignon. Pour la plupart des historiens, il y a une forte probabilité que c'est l'intervention des Visigoths ou la menace imminente de leur attaque qui a fait décrocher Clovis. Le Franc a préféré abandonner le siège et s'arranger avec Gondebaud, le nouvel allié d'Alaric II, avant de se replier vers le nord
plutôt que de prendre le risque de se faire prendre en tenaille en terrain ennemi. Une lâcheté de Clovis qui éclaire un peu mieux la suite de l'histoire que va nous raconter Grégoire. Parce que ni une ni deux, dès que le franc affiche le camp, Gondebaud remonte lui-même vers le nord avec des troupes et reprend la guerre contre son frère. Alors évidemment, ça peut être le reste du royaume qui se rallie à son roi et à son armée. Mais il semble plus logique d'imaginer que ce sont les troupes wisigothiques qui viennent le soutenir après sa terrible défaite de la rivière Ouche qui a dû lui faire perdre la quasi-totalité de son armée. Et l'ex-roi assiégé d'Avignon se retrouve tout à coup à mettre le siège devant Vienne où s'est enfermé son frère Godgisel, incapable de se défendre maintenant que Clovis a laissé tomber et que Gondebaud revient en force. Un retournement de situation éclair qui va tourner très différemment cette fois. Car un habitant de Vienne trahit le roi Godgisel et vient indiquer un passage secret dans l'aqueduc qui alimente la ville aux assiégeants. Un petit commando pénètre donc dans Vienne par surprise, ouvre les portes au reste de l'armée de Gondebaud qui massacre toute la garnison, y compris le petit frère et tous les notables sous ses ordres. Un bon bain de sang entre frères qui cette fois termine pour de bon les conflits dans la tannisserie bourguignonne en ne laissant plus que Gondebaud sur le trône. Tout ça n'est pas très glorieux pour Clovis, vu qu'il a juste réussi à sauver les meubles in extremis en retournant son alliance juste à temps. Grégoire lâche d'ailleurs incidemment que Gondebaud va refuser de lui payer le tribut après coup, nous faisant passer le message que tout était bien négocié par le grand Clovis et que le vrai traître de l'affaire, c'est bien le Burgonde. Ouais. Moi, je pense que tout ça, ce sont des falakilo, quoi. Les ancêtres des fake news, quoi. Le plus probable étant que Gondebaud ne lui a juste jamais rien filé. Même pas un solidi byzantin. Et Clovis s'est vite barré pour sauver son armée sans recevoir la moindre promesse de tribut de qui que ce soit. Résultat, Clovis a réussi à ne pas finir dans le camp des perdants, à défaut d'être un vainqueur. Mais son nouveau territoire à se mettre sous la dent. C'est ballot, mais c'est comme ça. La conclusion de cette aventure, c'est tout ça pour ça? Gondebaud va en tout cas remettre ses affaires en ordre après la semi-catastrophe à laquelle il vient juste d'échapper. D'abord, en rémunérant grassement les hommes qui l'ont sorti de l'ornière, et à commencer par son nouvel ami, Alaric II de Toulouse. Car le royaume wisigoth s'enrichit tout à coup des villes d'Avignon et de Digne au début du VIe siècle. En réalité, il semble bien que c'est toute la Provence qui vient de passer sous la domination du royaume de Toulouse. Gros indice que le retournement de situation en faveur de Gondebaud s'est fait contre rétribution pour les Wisigoths, et pas grâce à un éventuel accord négocié avec Clovis. Et dernière petite info que nous lâche Grégoire, Gondebaud passe effectivement au fil de l'épée tous les partisans de son frère qu'il trouve à Vienne une fois qu'il reprend le pouvoir. Tout le monde. Enfin, à une exception près. Le contingent franc que Clovis a dû apparemment abandonner derrière lui après son retournement de veste et son départ express pour le nord, est envoyé comme prisonnier de guerre chez les Wisigoths. Eh oui, des otages précieux que Gondebaud envoie tout simplement à ses nouveaux amis de l'Ouest, ce qui est une bonne manière de se débarrasser du problème. Il n'antagonise pas plus Clovis, avec qui il veut maintenant surtout s'arranger pour reprendre en douceur les manettes du royaume uni de Burgondie, et il offre un petit atout diplomatique à son nouvel ami le roi Alaric II, qui pourra lui être bien utile dans ses propres discussions avec le roi des Francs. Alors, on va être clair. Tout ceci n'est qu'une hypothèse. On n'a aucun détail sur les négociations de paix qui ont suivi entre Burgonde et Francs. On a simplement la mention d'un retour au calme généralisé dans le royaume de Gondebaud et du non-paiement de tribut par ce même roi qui se remet sur un pied d'égalité avec son voisin du Nord. Toutefois, il est évident que les deux ex-ennemis ont dû trouver un accord pragmatique après la vilaine affaire de l'année 500, vu que les hostilités ne vont pas reprendre entre les deux et qu'on les retrouvera bien vite alliés quelques années plus tard. Le plus vraisemblable, c'est que les deux ont simplement accepté d'enterrer la hache de guerre et de signer un accord politique, à propos duquel on peut faire une hypothèse toute simple. C'est qu'il s'est conclu, bien évidemment, par un mariage, comme le font toujours les Germains, une alliance matrimoniale pour conclure la paix entre les deux royaumes. Et c'est donc là que certains historiens modernes
ont décidé de ne pas suivre la chronologie de Grégoire de Tours et de placer un des épisodes les plus célèbres de la vie de Clovis. Car Gondebaud dégaine probablement cette année-là sa nièce, une certaine Crodéchilde, connue sous le nom francisé de Clotilde, pour consoler Clovis et signer la réconciliation. Waouh! Tu nous parles là de la future reine Clotilde, la nièce de son grand frère, soi-disant zigouillé des années plus tôt, qu'il a élevé lui-même? La belle princesse Burgonde, fan de fondue et de foi nicéenne, qui va convaincre son futur mari de se faire baptiser? Alors la question reste évidemment très débattue. Et l'autre chronologie, plus classique, plaçant ce même mariage en 493 en suivant Grégoire, reste acceptée par d'autres historiens. Même si on a un peu de mal à comprendre pourquoi une telle alliance se serait faite à ce moment-là et comment la guerre franco-burgonde aurait suivi 6 ans plus tard. Pour nous, la chronologie la plus logique, c'est que le mariage a lieu en 501 ou en 502, entre la nièce de Gondebaud, la belle Crodéchilde, et le roi des Francs Clovis, comme gage de la paix générale qui s'installe entre les deux royaumes, et qui effectivement va être une grosse étape vers la conversion du roi au christianisme nicéen, car la nièce, contrairement à son oncle, est bien nicéenne pour sa part. D'ailleurs, l'événement serait raccord avec le dernier acte de cette étrange guerre de l'année 500. Car une fois le calme revenu avec les Burgondes, Cérial annexeur se résout vraisemblablement à mettre un terme au gros bazar qu'il a déclenché lui-même. La mort dans l'âme et bien agacé, Clovis se décide à rencontrer son plus grand ennemi, l'homme qui lui a pourri ses plans depuis 5 ans, comme les Visigoths l'ont toujours fait avec les Francs depuis plus d'un siècle d'ailleurs. Clovis et Alaric se rencontrent sur la Loire, probablement sur l'île d'Or, en face de la ville moderne d'Amboise, une entrevue au sommet entre les deux souverains sur un terrain neutre positionné sur la frontière, histoire de régler pour de bon leurs disputes variées qui n'ont que trop duré. Pour citer Grégoire, la rencontre va être plutôt cordiale entre les deux rois ennemis. Et je le cite. Ils conversèrent, mangèrent et burent ensemble. Après s'être promis amitié, ils se retirèrent en paix. Bon, on aimerait en savoir plus sur ce que ces deux ont pu se dire, même si tout porte à croire que le roi des Visigoths a obtenu le retrait total des troupes de Clovis au nord de la Loire et l'arrêt des raids en échange du retour des prisonniers de Vienne. Une paix entre les deux royaumes et une petite humiliation donc pour le roi des Francs, qui doit accepter de manger son casque à pointe et d'abandonner définitivement ses vues sur le sud de la Gaule. Et cette fois, sans un joli mariage pour faire passer la pilule et entériner la nouvelle amitié entre les deux souverains, vu que plus personne n'a plus de sœur ou de fille à marier sous la main. Mais il y a un petit cadeau que Alaric va sans doute faire à Clovis pour marquer le coup et adoucir l'accord, qui dans le fond est un camouflet pour le roi des Francs qui a tout perdu dans cette affaire. Un petit souvenir pour entretenir leur nouvelle amitié que Grégoire nous a rapporté plus tôt dans son livre, mais qui, là encore, a logiquement dû avoir lieu au moment de la paix d'Amboise, si on peut l'appeler ainsi. Alaric II livre à Clovis son vieil ennemi, le gallo-romain Syagrius. Et oui, vous vous rappelez Syagrius, le roi des Romains et son royaume de Soissons, parti se réfugier pour sauver sa vie chez le voisin Visigoth quelques années auparavant. L'ancien roi n'a malheureusement plus aucun allié ni aucune valeur politique à ce stade, et peut donc facilement être abandonné pour sceller la réconciliation entre Francs et Visigoths du début du VIe siècle. Un cadeau qui, à défaut de lui donner de nouveaux territoires, fait sans doute plaisir à Clovis pour le consoler un petit peu de son année 500 ratée. Clovis va ainsi ramener son prisonnier dans le nord, sans doute pour montrer à tout le monde qu'il est désormais le seul et unique roi de la Gaule du Nord et que personne ne peut espérer le retour d'un compétiteur. Une petite démonstration qui, même dans un royaume bien tenu, peut être utile. Et Clovis, grand prince avec son ancien ennemi, va le grâce. Non, je déconne, c'est Clovis quand même. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il allait être sympa et magnanime, non? Que dalle. Une fois le show terminé et Syagrius paradé à travers son ancien royaume, Clovis fait la seule chose à faire pour un souverain efficace. Il le fait égorger discrètement, bien sûr. Le roi des Francs retourne ensuite dans son palais, mijoter son prochain coup. Cette fois, le VIe siècle va vraiment commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens.
le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.